Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation à m'exprimer ce matin devant vous. Face au changement climatique, nous sommes un peu comme le fumeur qui saurait qu'il développe un cancer du poumon, mais qui se trouve malgré tout incapable d'arrêter de fumer. Nous savons ce qu'il se passe, nous connaissons la gravité de la situation et nous ne manquons pas de rapports scientifiques qui nous alertent à intervalles réguliers. Et pourtant, nous avons le sentiment que globalement, nous sommes incapables collectivement de prendre le virage qui serait requis si nous voulions atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Et c'est là tout le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Si l'on en croit les sondages, 86% des Françaises et des Français se déclarent inquiets, tracassés, concernés, préoccupés par les effets du changement climatique, mais seuls 31% estiment qu'il s'agit d'une priorité politique. Et le résultat, logiquement, c'est donc que les écologistes font des scores relativement minables, élection après élection, dans à peu près tous les pays du monde. Le résultat, c'est que nous voudrions que nos gouvernements agissent plus efficacement contre le changement climatique, mais nous sommes incapables de leur donner un mandat en ce sens. Et je crois que si nous sommes incapables de voir ce sujet comme une priorité politique, c'est avant tout parce que nous continuons largement à le voir comme une cause à laquelle nous sommes sensibles, comme nous sommes sensibles à la faim dans le monde ou aux droits humains, mais pas comme quelque chose qui va mobiliser directement nos intérêts. Et lorsque l'électeur, l'électrice place son bulletin de vote dans l'urne, il ou elle peut légitimement espérer que grâce à son bulletin de vote, sa vie s'améliorera au cours du mandat qui s'ouvre. Mais la physique du climat est telle qu'il n'est pas possible, par notre action en faveur du climat, d'espérer en tirer nous-mêmes des bénéfices directs. Nous savons qu'il y a un phénomène d'inertie climatique qui fait qu'il s'écoule environ 20 ans, l'espace d'une génération, entre nos actions et les conséquences de nos actions. C'est pour ça, évidemment, que les jeunes aujourd'hui sont parfois en colère contre leurs aînés, contre les boomers, parce qu'ils savent que les impacts du changement climatique sont liés aux émissions de leurs parents et grands-parents, davantage qu'à leurs propres émissions. Et il y a aussi, évidemment, un décalage géographique. Nous savons que les pays qui seront les plus directement affectés par les impacts du changement climatique sont les pays du Sud, qui ne portent qu'une responsabilité infinitésimale dans le problème. Et donc, si nous voulons agir contre le changement climatique, nous ne pouvons pas espérer que ce soit nous qui en récoltions directement les bénéfices. Les bénéfices seront largement pour la génération d'après, pour les pays du Sud, pour les populations les plus vulnérables, dont nous ne faisons pas partie. Et à l'inverse, par corollaire, nous savons aussi évidemment que les conséquences de notre inaction, elles ne seront pas supportées directement par nous-mêmes, mais par la génération d'après et par les pays du Sud. En d'autres termes, notre action contre le changement climatique, par nature, intrinsèquement, doit être une action altruiste. Et il faut bien reconnaître que l'altruisme n'est pas le domaine dans lequel nous excellons particulièrement. Ceci pour dire que si nous voulons voter pour le climat, nous devons en quelque sorte accepter de voter avec une procuration imaginaire de la génération suivante, ou des Bangladais, des Éthiopiens ou des Soudanais, c'est-à-dire de gens qui ne font pas partie du corps électoral. Et ça crée évidemment
une limitation importante quant à la capacité de nos démocraties représentatives à agir efficacement pour le climat. Et d'ailleurs, même quand on regarde les changements de comportement individuel que certains ont engagés, de plus en plus de personnes font du vélo pour aller au travail, de plus en plus de personnes ont un régime alimentaire moins carné. Mais quand on regarde la motivation première de ces changements individuels de comportement, ce n'est souvent pas le climat qui vient en premier. On fait du vélo pour faire de l'exercice physique et pour améliorer sa santé. On mange moins de viande parce qu'on ne peut pas supporter la culpabilité que des animaux aient été tués pour nous nourrir, ou parce qu'on pense, à raison, qu'un régime moins carné est aussi un régime alimentaire plus sain. Et il est content de savoir que, par ailleurs, ça contribue aussi à réduire notre empreinte carbone et à agir pour le climat. Mais ce n'est pas cela qui nous motive en premier lieu à agir. Pour agir, nous devons avant tout mobiliser nos intérêts. Et nos intérêts tels que les concevons dans nos démocraties sont souvent des intérêts de court terme qui sont limités à nos frontières nationales, c'est-à-dire au groupe vis-à-vis duquel nous estimons que nous avons des responsabilités particulières, un devoir de solidarité. Et tout cela crée au fond l'impression que rien ne se passe dans la société. Et c'est un discours qui est souvent rabâché par les activistes, l'idée que rien n'irait dans le bon sens, que rien ne bougerait, qu'aucune alerte ne serait entendue. Et je crois que ce discours commence à produire une certaine forme de défaitisme dans la société qui m'inquiète. L'idée qu'il n'y aurait de toute façon plus rien à faire, ou l'idée que nos actions seraient tellement insignifiantes par rapport à l'énormité de la tâche que, de toute façon, elles ne compteraient guère dans le grand total. Et je voudrais ici, au cours de cet exposé, offrir 3 voies, 3 avenues qui, je pense, devraient nous permettre de retrouver une certaine forme d'espérance et qui, j'espère, devraient nous convaincre d'agir plus efficacement que nous le faisons aujourd'hui. Je pense qu'avant toute chose, il faut comprendre que notre action climatique doit dépasser nos frontières. On a encore volontiers tendance à voir le changement climatique comme un problème binaire, à se dire ça va être gagné ou perdu, la pièce va tomber du côté pile ou du côté face. Et toute une série d'injonctions, de messages qui sont transmis par les médias nous donnent effectivement à penser que nous serions face à un problème binaire. La COP27 peut-elle sauver le climat? Est-il déjà trop tard? Peut-on encore agir? Il nous reste 3 ans pour agir, 5 ans pour agir, 10 ans pour agir. Tous ces messages nous donnent à penser que la bataille du climat est une bataille que nous allons gagner ou que nous allons perdre. C'est assez dramatique. D'abord, parce que c'est faux d'un point de vue scientifique. Le changement climatique n'est pas un problème binaire, c'est un problème graduel. Quoi que nous fassions, le changement climatique sera avec nous pendant au moins toute la durée du siècle, et quoi que nous fassions, on ne peut pas escompter une baisse des températures avant au moins le siècle prochain. Nous serons dans cette assemblée tous et toutes morts avant d'assister à une baisse des températures. Mais nous avons évidemment la possibilité aujourd'hui, par nos actions, de déterminer quel sera le niveau futur de cette hausse de température. Et c'est là, naturellement, que tout va se jouer. Parce que chaque différence d'1 dixième de degré va compter. Vous savez que la température de votre corps est comprise entre 36 et 37 degrés en temps normal. Vous avez déjà, j'imagine, tous et toutes déjà été fiévreux. Et vous savez très bien que quand vous avez 38 degrés de fièvre, ce n'est pas la même chose que si vous avez 40 degrés de fièvre. La température moyenne de la France à l'année, elle est de 14 degrés.
Et donc il est certain qu'une France avec 2 degrés de plus, c'est très différent d'une France avec 3 ou 4 ou 5 degrés de plus. Et donc véritablement on est face à un problème graduel où chaque incrément supplémentaire de température va faire une énorme différence. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui sera envoyée ou qui ne sera pas envoyée dans l'atmosphère va faire une énorme différence, et ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre va compter. Or, si l'on voit le changement climatique comme un problème binaire, on aura volontiers tendance à se dire à quoi sert-il que la France agisse si la Chine ouvre 2000 centrales à charbon par seconde? C'est une fake news, c'est beaucoup moins. À quoi sert-il que mon entreprise, que ma ville agisse si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé? Ça, ce n'est pas une fake news, ils l'ont vraiment fait. À quoi sert-il que moi j'agisse si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? Nous allons trouver 1001 raisons de nous décourager, de désespérer et de penser que notre action est insignifiante. Elle ne l'est pas. Absolument tout va compter. Et dans ce cadre, ce qui va compter sans doute plus que tout, c'est ce que nous allons pouvoir faire, pas seulement à notre échelle, mais ce que nous allons pouvoir faire avec les autres collectivement. De la même manière que nous savons que nos gestes individuels, même si nous vivions tous et toutes comme Greta Thunberg, ne résoudraient qu'un quart du problème, de la même manière, les actions que nous pouvons entreprendre à l'échelle de notre pays ne régleront pas tout le problème. Parce qu'aucun pays, naturellement, ne peut prétendre agir seul contre le changement climatique, d'où l'impératif des négociations internationales, mais aussi parce que notre futur climatique va largement dépendre des trajectoires de développement qui seront suivies par les pays du Sud, par les pays qui sont décrits aujourd'hui comme des pays émergents ou des pays en développement. En 1960, les émissions de l'Union européenne représentaient 42% du total mondial. 60 ans plus tard, en 2020, elles représentaient 15% du total mondial. D'ici 2030, nous serons vraisemblablement passés sous les 10%. Et si la part des émissions européennes s'est réduite de telle façon dans le total mondial, ce n'est pas, hélas, parce que l'Union européenne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre, c'est parce que d'autres régions se sont à leur tour développées, et singulièrement l'Asie, en empruntant la même trajectoire de développement que celle suivie par les États-Unis et par l'Europe, c'est-à-dire un développement fondé sur l'extraction des énergies fossiles. Ça veut dire qu'une grande partie du futur de la lutte contre le changement climatique se joue aujourd'hui dans les décisions qui seront prises à Lagos, au Caire, à Jakarta ou à Mexico. C'est-à-dire dans des pays auxquels nous nous intéressons très, très peu. Parce que nous sommes concernés par nos propres émissions de gaz à effet de serre, au point de laisser se diffuser un discours un peu débile, pardonnez-moi l'expression, qui consisterait à dire « Oh, mais la France ne représente au fond que 0,9% des émissions mondiales. Pourquoi devrions-nous faire tant d'efforts alors que c'est plutôt à la Chine ou à l'Inde d'agir ?» Très bien. D'abord, on peut contester ce chiffre de 0,9%, il dépend largement de la matière dont nous allons compter les émissions. Mais surtout, lorsqu'à la table des négociations, les autres pays voient parler l'ambassadeur français, ils ne voient pas un monsieur avec 0,9% collé sur son front. Ils voient le représentant de la 5e puissance économique mondiale, ils voient le représentant d'un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc ils attendent que ce pays, littéralement, prenne ses responsabilités. Et quand on est la France ou n'importe quel pays industrialisé, prendre ses responsabilités, ça veut dire assumer une position de leadership et bien comprendre que notre futur climatique est lié à celui des autres.
que notre futur climatique ne va pas dépendre uniquement de ce qui se décidera à Paris ou à Bruxelles, mais aussi et surtout de ce qui se décidera à Delhi, à Jakarta ou à Johannesburg. Ça, c'est le premier élément, je crois, pour retrouver une forme de capacité d'action, bien nous dire que tout ce que nous allons entreprendre va compter énormément. La deuxième proposition que je fais, c'est d'abandonner nos objectifs. Notre action climatique aujourd'hui est largement cadrée par des objectifs de moyen et de long terme. Moins 43% d'ici 2030, neutralité carbone en 2050, plus 2 degrés ou plus 1,5 degré d'ici 2100. Mais lorsque les chefs d'État signent l'accord de Paris en 2015 et s'engagent sur un objectif à 2100, ils savent tous et toutes qu'ils seront morts en 2100 et qu'il n'y aura personne qui sera là en 2099 pour leur dire « Dites donc, il me semble qu'on est encore loin de l'objectif, il serait temps de redresser la barre ». Or, un principe fondamental de nos démocraties comme de la gouvernance des entreprises, c'est la possibilité de demander des comptes à ceux qui prennent les décisions. Et quand vous prenez des décisions des objectifs qui dépassent le terme de votre mandat, vous savez très bien que vous ne serez pas redevable de ces décisions, de ces objectifs. Et c'est un vrai problème. Si Donald Trump, par malheur, est réélu à la présidence des États-Unis en 2024, je ne pense pas qu'il se sentira très lié par les objectifs climat décidés par Joe Biden. Et donc, ces objectifs de moyen et de long terme constituent, je pense, une sorte de désaveu démocratique parce qu'ils ne nous permettent pas de demander des comptes à ceux qui décident. Le deuxième problème est un problème psychologique. Nous avons toujours tendance, avec ces objectifs de moyen et de long terme, à retarder notre action. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, vous aurez raison et c'est une réalité. Mais je sais parfaitement que je continuerai à manger beaucoup trop de raclette et à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029. Et qu'en 2029, je me dirai, oh là 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 là, il est temps de rectifier le tir, mais il sera trop tard, évidemment. Alors qu'à l'inverse, si vous me dites, François, ça serait bien que tu perdes 1 kilo chaque année d'ici 2030, à ce moment-là, cet objectif apparaît beaucoup plus atteignable et j'ai des repères et des balises. Parce que c'est le troisième problème que créent ces objectifs de moyen et de long terme, c'est qu'ils nous apparaissent comme un Everest infranchissable. Nous avons l'horizon, mais nous n'avons pas le chemin. Et comme nous n'avons pas le chemin, l'horizon nous semble s'éloigner de plus en plus au fur et à mesure que nous avançons. Et je crois que collectivement, en tant que société, nous avons aujourd'hui besoin d'un chemin. Nous avons besoin de balises qui puissent être autant de petites victoires auxquelles nous nous accrocherions pour nous dire nous pouvons y arriver et nous pouvons relever notre niveau d'ambition parce que nous avons réussi à atteindre cette balise la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Et donc, je nous incite beaucoup à réfléchir plutôt en termes de trajectoire plutôt qu'en termes d'objectifs. Dernier point, et puis je m'arrête là parce que j'ai dépassé d'1 minute déjà mon temps de parole. Il consiste à, je pense, transformer la lutte contre le changement climatique en un projet. Aujourd'hui, nous voyons largement cette lutte contre le changement climatique comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, comme un effort à réaliser et comme un sacrifice à consentir, y compris dans les termes que nous utilisons. On parle aujourd'hui de sobriété énergétique, mais tout le monde préfère être saoul que sobre. Et donc, nous avons un vrai problème dans les termes que nous utilisons, dans la manière dont nous voyons les choses. Nous ne parvenons pas à faire de la lutte contre le changement climatique un vrai projet qui va nous mobiliser. Et si nous la voyons comme une contrainte, forcément nous allons essayer d'y échapper, forcément nous allons essayer d'en faire le moins possible. Et si nous la voyons comme une contrainte, c'est parce que nous avons une vision assez claire du monde auquel nous voudrions échapper.
celui dont l'été 2022 nous a donné un avant-goût en France, un monde ravagé par les impacts du changement climatique, ce monde décrit dans les rapports du GIEC. Mais nous n'avons pas encore de vision très claire du monde vers lequel nous voudrions aller. Que serait un monde décarboné? On est aujourd'hui tiraillé entre deux extrêmes, soit un monde techno-futuriste à la Elon Musk où nous vivrions dans des vaisseaux en orbite autour de la Terre, soit un monde incroyablement naïf, celui de Max et Lily qui feraient du vélo dans des champs de coquelicots. Tout ça ne dit rien à la plupart des gens. À quoi ressemblerait ce monde post-fossile décarboné? L'enjeu, je crois, c'est de le faire exister. Et pour le faire exister, il va falloir renouer avec une certaine forme de cosmopolitisme, d'universalisme qui dépasse nos frontières. Et je crois considérer, en cette journée internationale des droits humains, que notre responsabilité ne s'arrête pas à notre génération, ni aux citoyens de notre pays, mais s'étend à l'ensemble du vivant sur la planète. Et c'est à la condition de renouer avec cet universalisme, avec ce cosmopolitisme, à mon sens, que nous parviendrons à faire de la lutte contre le changement climatique un véritable projet de société qui pourrait être le fondement d'un nouveau contrat social démocratique. Et c'est la condition, je crois, pour que la lutte contre le changement climatique soit quelque chose auquel nous aspirions, plutôt que quelque chose à laquelle nous allons essayer d'échapper. Voilà, je vous remercie.